bourgmestre, vous avez dit qu'il y a plusieurs communautés ici à Anvers et que c'est difficile de rencontrer toutes les communautés. Ma question est purement culturelle. Vous savez, quand les gens se méfient entre eux, ils ne se connaissent pas bien, il n'y a pas mieux que des programmes culturels des uns et des autres qui font en sorte que tout le monde se rencontre et à ce moment-là, une certaine barrière disparaît. Est-ce qu'il existe de tels programmes dans votre ville? Merci. Oui, oui, ça existe, mais je dois vous avouer que ce n'est pas si simple que ça. Parce que obliger les gens de se rencontrer, c'est pratiquement impossible. On constate souvent que quand on fait des fêtes ou des grands rendez-vous où on espère qu'on va avoir l'opportunité de faire rencontrer les gens l'un à l'autre, on constate que les gens qui viennent sont des gens qui n'ont pas de problème. Ce sont des gens forts, qui ont une position dans la vie déjà qui est assez bonne et qui n'ont pas cette soupçon de l'autre. Donc, qui sont déjà là. Il y a des politiques qui croient toujours qu'on peut faire la société. Moi, je ne suis pas de cette opinion. Je crois énormément dans le politique, il y a trois tendances principales. Il y a ceux qui se focalisent sur l'individu, ce sont les libéraux. Ceux qui se focalisent sur l'État, ce sont les socialistes. Et il y a des groupes comme la NBA qui se focalisent sur l'idée de la communauté. Donc il faut donner des opportunités à tout le monde, mais il faut garder, il faut travailler de telle sorte que l'addition de tous les individus qui font des efforts est aussi une communauté et qu'on garde un certain socle où on peut se rencontrer et on peut se réaliser qu'on fait partie de la même équipe. Je fais toujours la comparaison avec une équipe de foot. Ce sont des 11 joueurs, ce sont des individus très différents, ça peut être des gens de différentes origines, ils peuvent avoir des différentes foi, des différentes traditions, des différentes cuisines, mais dès qu'ils sont à 11 sur le champ de foot, ils savent exactement les règles de base pour travailler ensemble et d'avoir du succès. Si on met dans cette équipe 2 ou 3 joueurs de basket, même s'ils sont de bonne volonté, ça va pas aller. Et ça, c'est notre idée de base. Même, et si on va réussir à faire une communauté, on va réussir. Et les villes, les grandes villes comme Anvers et Bruxelles, c'est là que le défi est grand. C'est là que le défi est grand. Et c'est un effort qui est difficile parce qu'on risque toujours, si on dit on doit faire une communauté, on doit définir les règles de base, il y a toujours 2 menaces. La première menace, c'est dit bon, on doit inclure vraiment tout le monde et les règles de base sont tellement généralistes, disons, qui ne valent plus rien. Et qu'on dit, allez, il y a des gens de gauche qui parlent toujours de verbinden, on doit chercher le verbinding, mais ils ne disent jamais quelle est la colle pour vraiment faire une communauté. L'autre menace, ce sont les gens d'extrême droite qui vont dire, ah, les règles de base, ça veut dire que tout le monde qui vient va exactement comme nous et comme on était dans le passé. Et ça, c'est impossible. C'est impossible. Il ne faut pas demander à quelqu'un de jeter sa individualité ou de nier ses racines. Ça n'a pas de sens. Et le chemin entre les deux, ça, c'est le chemin très difficile qu'on va chercher. Et malheureusement, on ne l'a pas fait. On l'a pas fait. On a perdu 30, 40 ans d'immigration, le mondialisme dès les années 60. On n'a jamais confronté ça avec les bonnes idées. Et on a perdu énormément de temps. Et dans cette période, on a vu la croissance de discrimination, de racisme et tout ça.
Et maintenant, d'aller de où on est jusqu'où on doit être, c'est devenu un chemin très difficile. Et je dois vous avouer, comme bourgmestre, ça me donne beaucoup de soupçons. C'est ça qui m'empêche de m'en démouiller parfois. Parce qu'on doit être strict et on ne peut pas nier que dans certaines communautés, il y a des problèmes. Et que certains jeunes ont perdu le chemin et qu'on doit être strict. On ne peut pas dire, bon, on veut bien, c'est de dire, comme on ne le voit pas. Ou de dire, oh, bon, ça n'est pas de problème. Oui, dans certains quartiers, comme à Portugal, il y a des problèmes. Donc on doit être strict, on doit être clair, d'un part. Et d'autre part, il ne faut jamais perdre l'idée de cette communauté. Et c'est chercher le chemin, c'est un travail de tous les jours. Et je suis conscient du fait qu'on est loin d'une situation souhaitable, mais je suis à terme optimiste. Je suis vraiment dans le fond, je suis optimiste. Je m'appelle Lukemoa Kassemel Marie-José. Ma question s'adresse à vous, monsieur le bourgmestre, parce qu'au début, vous avez parlé des travaux que vous avez déjà réalisés et que vous êtes en train de réaliser ici dans la ville d'Anvers. Et nous voyons les résultats partout, quand les travaux sont déjà finis, que c'est bien, c'est beau à voir. Mais à côté de ça, il y a aussi des dégâts que les travaux ont engendrés. Par exemple, moi, j'habite au niveau des palais de sport, aux alentours des palais de sport, c'est Ténéco-Velay. Sur Ténéco-Velay, nous avons constaté que nos maisons et les jardins, partout, il y a des fissures dans nos maisons et dans les jardins. Nous sommes allés voir nos assureurs. Les assureurs nous disent que non, comme c'est en dehors de la maison, on ne peut pas payer ça. Mais avec le but 13, on a essayé de faire une pétition, on a envoyé, ils disent que non, personne ne va faire quelque chose pour nous. Et maintenant, surtout, je parle pour moi chez moi. Maintenant, c'est l'été. C'est le moment où on essaye un peu d'en profiter pour un peu se mettre à l'extérieur. Dans mon jardin, il y a des murs de mon voisin qui, à tout moment, ça peut tomber chez moi. J'ai parfois aussi mes petits-enfants qui viennent me visiter à la maison. Je peux être à l'intérieur et que les petits-enfants jouent à l'extérieur. À ce moment-là, les dégâts peuvent arriver. Parce que maintenant, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que nous sommes allés voir les assureurs qui disent que non, ce n'est pas à eux de faire quelque chose pour nous. Mais comme vous êtes là et que vous avez vraiment commencé votre introduction par les travaux de la ville d'Anvers, alors j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne occasion pour vous parler de notre problème. Pas de mon problème, mais de notre problème des habitants de Ténéco-Velay. Et puis, ma deuxième question aussi, je parle pour notre communauté, la communauté congolaise. Avant, sur Marie aussi, un peu plus, mais ce n'est pas vraiment dans Marie, nous avons une salle de cinéma Rix. Il y a beaucoup d'activités dans cette salle-là. Avant, une fois par mois, nous les Congolais, on pouvait aller se réunir là-bas, se rencontrer. Une fois seulement par mois, on pouvait rester, parler, prendre un café, une bière, discuter entre nous. Mais depuis que vous êtes maintenant au pouvoir, on nous a retiré la clé. On n'a pas l'accès, on ne peut pas fréquenter cette salle-là. Mais on ne sait pas pourquoi. Hein? Ça, c'est pour notre communauté parce que les autres communautés ont au moins un endroit à eux pour se réunir, pour parler. Et nous n'avons pas un endroit à nous. L'ERIX est là, beaucoup de salles vides, mais on n'a pas accès à ça. Encore une autre question. C'est fini? Oui, j'ai beaucoup. Mais oui, par exemple, parce que M. Le Bourgmestre a parlé encore de subsides dans les domaines sociaux. Mais moi, je suis active tout le temps dans le Bulle 13. Nous avons vu aussi les gens de Bulle 13 qui tremblaient, qui disaient que non, peut-être on va fermer le Bulle 13 parce qu'ils n'auront pas de subsides et que M. Le Bourgmestre veut remettre maintenant la gestion aux entreprises privées. Et ça, c'est ce que j'avais entendu dire aux entreprises, mais nous avons dit, mais bon, comme mon frère a posé la question pour les endroits d'encadrement et tout, parce que nous trouvons que quand même que le Bulle 13,
encadre beaucoup de gens qui partent là-bas pour remplir des papiers, pour un peu parler, pour prendre un café. C'est toujours nécessaire. Et pour terminer, je vais dire seulement un dernier mot que souvent quand on parle de l'immigration, on parle d'immigration et criminalité. L'immigration ne peut pas être liée, on ne peut pas mettre dans une seule phrase immigration et criminalité, parce que pour moi personnellement, je trouve quand même qu'avant les années 60, même les années 50, ici en Europe, partout, il y avait déjà des prisons, des grands bâtiments, des prisons partout. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas des immigrés, parce qu'on ne peut pas tout le temps parler immigrés et criminalité. Oui, la première question, c'est un problème spécifique. Je dois vous inviter à m'envoyer un mail. Et ainsi, je peux regarder ce qui s'est passé exactement, qui a causé ce problème. Parce que je pense, ce sont des travaux probablement du Vlaamse West, de la région flamande. Mais je connais le ministre responsable, donc je peux m'en occuper. Mais je ne connais pas le problème. Allez, je ne savais pas. Donc, il faut vraiment m'envoyer avec les riverains, ou vous personnellement, un mail là-dessus, et je vais m'en occuper. Le cinéma Rex, pour être honnête, je ne sais pas vraiment, est-ce que le cinéma n'est pas propriété de la ville, je pense. C'est quand même des personnes privées, je pense. Non, je pense que c'est pour la ville. C'est de la ville? Oui, c'est pour la ville. Cinéma Rex? Oui. Bon, je dois regarder le dossier. Mais je connais le problème. Il y a Le centre culturel. Le centre Alrix. Oui. Ah, oh, je me trompe. Oui. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui cherchent un endroit pour avoir des réunions. Ça, c'est un problème envers. Vous n'êtes pas le seul. Je vous ai dit, il y a 165 nationalités, mais dans chaque nationalité, parfois, il y a encore des différents groupes. La ville est devenue très compliquée. Hein. Si on rencontre parfois des Syriens, on a des Syriens musulmans, on a des Syriens chrétiens, on a des Alpiques, il y a des Chaldéens, on a des Assyriens. C'est devenu un plus de gigantesque. Et tout le monde est en train de... Allez, tout le monde a un peu le problème, on veut se rencontrer, on va être... on cherche un endroit pour être à nous, je le comprends. Mais c'est devenu un plus de gigantesque. Donc je demande un peu de compréhension, mais on cherche des solutions. Et je suis toujours prêt à chercher, pour un problème concret, une solution concrète. Donc, ce sont deux questions que je vais noter, mais je vous invite à m'envoyer un mail avec les détails. Ainsi, je peux contrôler les points. Avec les subsides pour le but house, je sais qu'on a eu, dans le secteur social, on a eu beaucoup de soucis sur les politiques de la ville. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé un peu, parce qu'on doit économiser, on doit encore continuer, hein, parce que le vieillissement de la population avec les pensions qu'on doit payer, le prochain bourgmestre, n'importe qui sera le prochain bourgmestre, doit de nouveau économiser quelques centaines de millions d'euros pour pouvoir payer les pensions. Donc on doit être sûr que chaque euro qu'on dépense, on a le plus de valeur possible. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, les organisations sociales ont l'habitude de recevoir des subsides et ils ne nous ont jamais confrontés à une concurrence saine. Donc, bon, ce sont nous, hein, les gens qui s'en occupent, ça va toujours être nous. Donc, on les a chauffés un tout petit peu en disant, bon, ok, mais vous devez nous convaincre que vous faites le plus possible pour les euros qu'on vous donne. Parce que si vous n'avez pas un bon dossier, on peut vous mettre en concurrence avec le secteur privé. En fait, aucun contrat a été donné au secteur privé, mais l'effort que les organisations sociales ont promis de faire pour le même montant a augmenté énormément. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ils n'étaient pas contents du tout. Ça, je suis sûr qu'ils n'étaient pas contents du tout. Ils étaient très fâchés. Mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Je ne peux pas augmenter les subsides. Donc, parfois, il faut réveiller les gens. Quand on a l'habitude de 20 ans recevoir un montant pour faire un travail, ce n'est pas une mauvaise idée de ressusciter un tout petit peu. Les gens, ils étaient fâchés. Je le sais. C'est inévitable.
Le lien entre immigration et criminalité. Moi, je sais que c'est aussi un sujet très sensible. Naturellement, un être humain, c'est un être humain. Je ne crois pas qu'il y a des problèmes qu'on peut lier à un groupe. Je veux dire, il y a plus de criminalité dans ce groupe, ce groupe, ce groupe. Non. Mais il y a des problèmes sociaux qu'on peut lier à des groupes et il y a certains effets de ces problèmes sociaux qu'on peut attribuer à des groupes. Et il y a des différences. La communauté congolaise en Anvers, est-ce qu'il me pose, cette communauté me pose des problèmes dans la criminalité? Non. Je vous dis simplement non. Est-ce que les communautés d'Asie me posent des problèmes spécifiques? Je vous dis non. Non. Il y a 2 ou 3 000 gens philippiens, ils sont absents dans les statistiques qui ont été. Absents. Donc leur taux de criminalité est beaucoup moins que les gens autochtones. Donc là, je peux faire un lien entre un groupe d'immigrants et criminalité, mais un lien positif. Un positif. Mais pour dire tout, si on regarde certains quartiers et certains groupes de communautés qui vivent là, il y a des problèmes spécifiques. Je vous ai dit, on risque de perdre une certaine génération qui a perdu le chemin, qui ne croient plus qu'ils ont un avenir ici et qui sont très susceptibles à des choix mauvais dans la vie. Il faut le dire, c'est la vérité. Est-ce que c'est parce qu'ils sont d'origine étrangère? Non. Est-ce qu'ils sont dans une situation spécifique qui encourage certaines, ou qui facilite certains choix mauvais? Oui. Oui. Et ça n'a pas de sens de ne pas vouloir voir cette réalité. Parce que si on est obligé, comme bourgmestre, de trouver des solutions, tout commence par voir la réalité comme elle est. Pas comme on veut que la réalité soit, mais comme elle est. Et bon, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes, notamment avec la communauté marocaine de ma ville, qui n'aime pas trop qu'on indique certains problèmes. Mais les problèmes sont là. On a eu 80 gens qui sont partis en Syrie pour lutter avec les groupes extrémistes. Ce sont qui? Je vous pose la question, c'est qui? Je peux vous donner la réponse. Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un jeune qui est né ici, dans un pays qui est quand même riche, et même quand on... Ce n'est pas seulement votre problème personnel, c'est un problème sociétal. Si on ne peut pas... J'espère de vous pouvoir vous rencontrer dans 5 ans et que vous n'allez plus me poser cette question. Et je pense qu'on va y arriver. Je pense vraiment qu'on va y arriver. On est dans une situation mauvaise, on est encore meilleur que dans la plupart du monde entier. Ils font le choix quand ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, de dire, bon, je vais lutter contre la société, contre ma société, où je suis né, où mon père avait été. Donc ce sont déjà les grands-pères, la grande qui est arrivé comme immigrant. Donc c'est la 3e, 4e génération qui fait la division de l'autre. Non. Je vais me contrer contre l'Occident, contre la société, contre l'éclairement même. Et je vais devenir extrémiste et djihadiste. Je vais partir vers un pays que je ne connais pas pour joindre les groupes extrémistes. Ça existe, hein? Je n'ai pas inventé, donc c'est un problème spécifique. Les clans, quand je pourrais vous montrer un plan de la ville d'Anvers et vous indiquer avec des points rouges où s'habitent tous les gens qu'on arrêtait comme dealers, comme vendeurs stupéfiants. On voit ce qu'on voit, hein? On voit ce qu'on voit sur ce plan. Hein. Donc les gens qui vendent des stupéfiants, ils ne s'habitent pas à Wilrijk. Hein. Ils s'habitent dans certains quartiers, ils s'habitent. Ça n'a pas de sens d'être aveugle pour des réalités qui existent. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont criminels parce qu'ils sont marocains? Non. Mais est-ce qu'on a un problème spécifique avec cette communauté? Oui. Est-ce qu'il y a un problème avec l'islam? Non. Est-ce qu'il existe un problème dans l'islam? Oui.
Et ça n'a pas de sens de nier ça. Donc c'est difficile. C'est difficile parce que je suis très conscient du fait que les gens de bonne volonté qui font ce qu'ils doivent faire, qui vont vers l'université, ils souffrent aussi d'une mauvaise perception qui existe. Je suis conscient du fait que c'est malhonnête. Mais c'est la réalité. Et on doit travailler, c'est un travail très délicat. Très délicat, très délicat. Je pense que c'était toutes les questions de... Je m'excuse beaucoup, c'est très important. Demandez aux Congolais qui sont ici, je m'excuse beaucoup, c'est par acquis de conscience. Je vais demander à l'unanimité des Congolais qui sont ici, à cause du fait que M. Baguever nous aime et nous soutient, de pouvoir lui apporter votre soutien politique aux élections en votant tous pour la NVR. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Moi, ma question est ceci. Nous sommes colonisés par des Belges, précisément des Flamands. Mais ce qui se passe dans notre pays, il y a d'autres côtés, je ne suis pas dans la politique, mais d'autres côtés qui prennent le contrôle. Et pourtant que nous, tous les peuples congolais, nous comptons sur des Flamands. Aujourd'hui, en venant ici, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne vont pas venir parce qu'en principe, il fallait que les Flamands vraiment mettent leur soutien à tous les peuples congolais. Nous souffrons. Il y a beaucoup, nous ne voulons même plus rester ici, nous sommes fatigués. Mais comment on peut retourner dans notre pays dans cette condition si vous ne mettez pas quelque chose? Comme nous sommes colonisés par les Flamands, vraiment, il faut que les Flamands aussi fassent quelque chose pour les Congolais parce que vous êtes notre Nogo. Ça veut dire, le Nogo en français, c'est oncle. Vraiment, tous les Congolais aujourd'hui, je vous dis, sincèrement, nous avons pris une décision de voter, vraiment de voter parti. Parce que nous sommes fatigués de supporter d'autres partis que vous connaissez l'histoire. C'est vrai, cette politique, c'est vraiment comme le sujet, vraiment vous ne pouvez pas entrer, mais pour l'amour du Seigneur, pour les peuples congolais, nous souffrons, faisons quand même quelque chose, nous vous supplions. J'ai oublié de dire qu'il y a quand même, pas en Anvers, mais des Congolais qui sont actifs dans la vie politique. Monsieur à côté de moi, il est tête de liste à Molenbeek. Je vous souhaite beaucoup de succès, ce ne sera pas simple. Molenbeek, une commune, c'est pas un cadeau, hein, c'est un cadeau empoisonné. Mais ce que vous avez dit, madame, colonisé, est-ce que vous savez pourquoi il y a cette différence entre le nord et le sud du pays vis-à-vis le Congo? Parce que par le temps de colonisation, les Flamands dans ce pays étaient des citoyens de deuxième rang à ce moment-là. Et donc la sympathie des Flamands a toujours été chez la population congolaise. Autant que parfois chez les partis politiques francophones que je veux bien reprocher, ils ont toujours été focalisés sur le pouvoir. Parce qu'eux, ils étaient au pouvoir par temps de colonisation. Ils ont le réflexe de chercher toujours le pouvoir et d'être sur la bonne côté du pouvoir, tant que les femmes, même dans le temps de colonisation, avaient déjà la sympathie pour la population qui était mise au deuxième, troisième rang, parce qu'eux aussi savaient déjà ce que ça veut dire d'être au deuxième rang. Et cette situation, ça existe encore. Et pour nous aussi, on a un projet de la ville de coopération au Congo, mais on l'a au Maroc, au Ghana et au Congo. On a 3 projets qu'on donne beaucoup de soutien. On ne peut pas aider tout le monde. Hein. On se focalise sur 3 pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des communautés concrètes de ces pays qui vivent ici et qu'on aide, qu'on donne des moyens pour avoir des projets concrets dans leur pays. Mais on voudrait faire plus. On voudrait vraiment faire plus, mais c'est le problème que on ne peut pas travailler avec le régime qui est en place. C'est impossible. C'est impossible. Et on n'a pas le levier pour changer le régime. Ça, c'est le paradoxe. Et c'est mon souhait pour ce pays.
c'est ce qu'on peut voir un changement institutionnel. Ce qui rendrait tellement de choses possibles qui non sont bloquées. Ça, c'est mon souhait pour votre pays d'origine. Un vrai changement institutionnel, un changement de régime. Mais c'est difficile de voir maintenant comment ça va se passer. Je voudrais parler un tout petit peu pour les associations parce que je pense qu'il serait un grand manquement de ne pas évoquer les associations socio-culturelles parce que c'est nous qui faisons les ponts entre l'État, la ville et la population. Je réponds au nom de Norbert Villa et je représente ici une fédération des associations ayant un lien avec l'Afrique. Et la fédération s'appelle FARA. Monsieur Bourgmestre, tantôt, il y avait une question sur la méfiance entre les différents groupes ethniques. Et la question qui vous a été adressée était de savoir, est-ce que vous avez une stratégie? Vous avez donné une réponse. Et là, je voudrais rebondir sur les associations. En fait, je sais que la ville et le gouvernement flamand mettent beaucoup de moyens pour permettre aux associations de fonctionner. Et le grand problème, c'est que nous qui travaillons pour les associations, nous recevons très peu de moyens. On nous demande, avec nos associations, de faire plus avec les volontaires que nous avons, avec très peu de moyens. J'organise par exemple avec mes associations un festival à City-en-Plaine ou à Descontes-Plaine. Je demande 1500, 2000 euros pour tout et on m'accorde 400 euros. On me demande de tout faire avec 400 euros. Alors là, ça nous bloque complètement. Il faut dire que nous avons la bonne volonté de beaucoup faire pour une entente, pour la cordialité entre les différents groupes, etc. Mais vu le moyen que nous avons, c'est très peu. Aussi parce qu'on parlait tantôt des jeunes ici, nous avons beaucoup de jeunes qui sont bloqués au niveau de l'enseignement et qui traînent parce que aussi les endroits comme les centres sportifs ne sont pas toujours accessibles pour nos jeunes. Pour pouvoir avoir accès, il faut beaucoup d'acrobaties, etc., etc., etc. Mais je pense que dans la politique que vous utilisez maintenant, avec par exemple ce que j'ai entendu, que quelqu'un qui vient avec un diplôme de l'extérieur et qui travaille déjà, il peut travailler déjà une année avec son diplôme avant de passer son examen. Et je pense que ça c'est une bonne chose que nous avons toujours demandé, une espèce, si vous le permettez, de discrimination positive, mais qui est très nécessaire. Et nous voulons continuer avec cette discrimination positive dans beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement les jeunes, mais ici dans la salle, il y a aussi beaucoup de gens de notre génération qui se trouvent dans la même situation avec les diplômes du pays ou les diplômes que nous avons pu obtenir ici, mais nous sommes confrontés avec les mêmes difficultés. S'il y a moyen de nous mettre tous ensemble dans cette stratégie-là, je pense que ça pourrait faire quelque chose de bien pour nous. Je vous remercie. Je voudrais vous contredire sur le dernier point. Je évite toujours de parler de discrimination positive parce que ça, c'est aussi une discrimination. Et en fait, ce n'est pas une discrimination positive parce qu'ils doivent passer exactement les mêmes examens que tout le monde. C'est plutôt une politique d'accompagnement. Je crois énormément dans l'accompagnement. Il ne faut pas, dans la situation actuelle, supposer que entre un individu qui vit à Anvers et un boulot qui est là, le pont est évident. Parfois, on doit construire le pont. Ça, c'est l'accompagnement. Mais traverser le pont, c'est encore l'individu qui doit faire l'effort. Donc, quand il y arrive, il n'a pas reçu le job comme cadeau. Il peut regarder ses collègues comme quelqu'un qui est égal. Moi, je trouve que c'est crucial. Les salles sport, on est en train de... on sait qu'il nous manque beaucoup d'infrastructures pour les jeunes dans notre ville. Parce que
la population, le vieillissement de la population cache dans les grandes villes, et certainement Anvers qu'on a une autre évolution aussi. On a dans le pyramide de notre population, il y a pas mal de vieux, mais il y a pas mal de jeunes aussi. Donc la base de la pyramide est grande, le sommet est grand, les générations entre les deux ça c'est trop étroit parce que ce sont ceux qui quittent la ville. Donc ça c'est un problème. Il faut avoir plus d'infrastructures pour les gens de Salzbourg. On est en train de faire des investissements énormes dans l'infrastructure sportive. Donc j'espère, en quelques années, de pouvoir vous dire, ce problème n'existe plus. Les gens qui veulent jouer du foot, parce que je crois que c'est une bonne chose pour la discipline d'un jeune d'avoir des possibilités, des loisirs constructifs, disons. Et il nous faut plus d'infrastructures. On est en train d'y travailler, on va y arriver. Pour les projets et le soutien des différentes associations, je connais le problème. Donc, je vous ai dit, la ville est en train de devenir un archipel de beaucoup de groupes qui ont tous besoin d'un soutien de la ville. On n'a que l'argent qu'on a. Donc, on doit être un peu réaliste, mais aussi créatif, je pense. Si vous avez un festival ou un projet que vous organisez, je pense, vous avez dit que vous avez demandé de lieu, vous avez 400. Ça c'est difficile, c'est complexe, mais je pense que la ville peut peut-être faire plus pour vous que vous pensez. On a des moyens pour vous donner des soutiens logistiques aussi. Je ne sais pas si vous avez, qu'on vous a dit tout qu'on peut faire pour nous. Moi je suis toujours prêt à regarder un dossier concret pour voir est-ce qu'on a vraiment utilisé toutes les possibilités pour organiser un festival. Parce que je suis toujours pour les festivals, les festivités dans la ville, certainement sur les squares que vous avez nommés, en principe, je suis pour. Et je veux vraiment faire un effort pour rendre possible ce que vous voulez. Donc, si vous allez le refaire, ou vous avez l'ambition de le faire, envoyez-moi le dossier, parce que je ne suis pas seulement bourgmestre, je suis aussi échevin de festivités. Il n'y a personne qui le sait, mais un bourgmestre est aussi échevin, donc on est le chef de la police, tout le monde le sait, le bourgmestre, je suis aussi échevin de festivités. C'est un secret que je garde, mais il y a un petit service de support de festivités, et je peux utiliser ce service pour voir vraiment le scan. Est-ce qu'on a utilisé toutes les possibilités de donner un support, pas seulement en argent, mais aussi on peut faire beaucoup en logistique. Merci pour la parole. Moi, je suis Hilda Odia. Monsieur le bourgmestre, moi, je suis triste. Triste parce que, à vous entendre parler tout à l'heure, vous avez dit que si les élections ne se faisaient pas au Congo, vous ne savez pas ce qui va arriver. Ça me rend triste. Parce que la communauté internationale ne peut rien décider sans la Belgique. Le peuple congolais savent très bien que l'avenir, si je peux parler de ça, comme ça, c'est du Congo, c'est la Belgique. Ça, on ne peut même pas se tromper là-dessus. Mais aujourd'hui, quand je vous entends parler que vous ne savez pas si les élections auront lieu au Congo et vous ne savez pas ce qui va arriver, ça me rend, je ne sais pas, désespoir. Je suis vraiment désespérée parce que nous avons des familles au Congo. Nous sommes venus ici, mais l'œil, les oreilles, les yeux, le cœur est resté là-bas au Congo. C'est tous les jours qu'on viole, c'est tous les jours qu'on tue. Et l'espoir de tout un peuple est fixé le 23 décembre. Et nous savons que la Belgique est là. Pour nous, la Belgique, c'est notre avocat, c'est lui le juge. Quand vous dites qu'il n'y a pas un leadership au Congo, moi je dis non. Il y en a. Le peuple congolais est éveillé. Le peuple congolais sort dans la rue. Il marche pacifiquement pour revendiquer quelque chose qui est de leur droit. Mais on tue tous les jours. Est-ce qu'il faut combien en termes de nombres, combien de morts des Congolais pour que les Congolais
retrouve un peu sa dignité. S'il n'y aura pas d'élection, donc l'assassin doit être là. L'assassin doit continuer à tuer. Mais ici aussi, on n'est pas aussi à l'aise. Il n'y a pas de travail, il y a des sans-papiers. Parce que entendre votre politique aussi, c'est pour... vous ne donnez pas aussi des papiers facilement. Mais vous connaissez les Congos mieux que nous, les Congolais. La Belgique connaît mieux le Congo. Sur le plan sanitaire, vous connaissez les infrastructures. Mais il y a des maladies chroniques. Des gens qui sont malades ici. Quand vous les envoyez, non, ils n'auront pas les papiers, rentrez chez vous. Mais la Belgique connaît mieux le Congo. Merci. Oui, je comprends ce que vous dites, mais ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas le levier dans notre politique de coopération. Donc, on a déjà changé notre politique de coopération, c'est notamment la NBA qui l'a fait, donc d'arrêter la coopération bilatérale avec le régime et de donner l'argent à les associations, les NGO qui travaillent sur le terrain. Donc, on a fait ça, et je suis conscient du fait que ça ne suffit pas comme levier pour forcer un certain changement. Mais ne vous trompez pas. On suit la situation de très proche. Nos députés, comme Peter Laag, Karawanao, vous les connaissez, ils suivent la situation au Congo de très proche. On essaye d'influencer le plus possible la politique menée par le gouvernement belge, et on le fait vis-à-vis du Congo. Et dès qu'on voit une possibilité pour mobiliser la communauté internationale pour forcer le changement, on va le faire. Ce que je vous ai dit, que au présent, dans la situation actuelle. Maintenant, c'est difficile à prévoir ce qui va se passer. Si je dois deviner, je devinerai que le régime va éviter les élections et qu'on va vers une situation de crise. Ce que j'ai dit, c'est impossible. Je n'ai pas dit qu'on peut rien faire, qu'on ne veut rien faire. Ce que j'ai dit, c'est difficile de prévoir exactement les conditions de cette crise et les événements et de voir qui sur le terrain au Congo peut être formé et rallié en vraie alternative. Mais dès que les choses vont se produire, on sera là pour mobiliser et faire tout ce qu'on peut faire de la Belgique vis-à-vis de la communauté internationale pour forcer les changements. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ce ne sont pas seulement des mots. On suit la situation depuis des années avec des députés qui sont vraiment dédiqués, comment est-ce qu'on dit, qui sont vraiment au courant et qui sont à la pointe de la situation. Voilà. Et on a aussi des gens qui nous conseillent là-dessus. Encore des conseils, madame? Monsieur, il est très poli, il attend de... Ah, ok. Je suis désolé. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. J'ai une question avec deux petites sous-questions. Oui. Ma question est celle-ci. Je pose la question à M. Hardeweb, en tant que Belge. Qu'est-ce qu'il regrette de la Belgique de ne pas avoir fait depuis l'indépendance jusqu'à présent? Et sous-question, est-ce que NVA est aussi là où on prend des décisions, des grandes décisions pour le Congo? Sinon, si M. Hardeweb était là où on prend des grandes décisions pour le Congo, quelle est sa première préoccupation pour la situation actuelle? Je me suis pour finir. NVA est maintenant vers la communauté congolaise pour demander quoi? Qu'est-ce que NVA attend de la communauté congolaise inverse? Parce que souvent les politiciens demandent, mais ils ne donnent jamais. Ou ils donnent rarement. Alors, j'avais un petit souci. Je pense que vous avez parlé avec mes compatriotes. Quand vous entrez dans des bâtiments administratifs, remettre des communes, tout ce que vous voulez, en entrant, peut-être ils vont trouver ça bête, mais c'est important aussi parce que ce sont des petites choses que tout un peuple, une communauté peut se sentir, je ne sais pas moi quoi, impliqué, quoi, voilà.
Alors les Congos, parfois, on se sent abandonné quelque part. Alors que les Congos, si ce n'était pas les Congos, je pense qu'aujourd'hui, la technologie au monde, ça ne peut pas avoir là où la place où ça se trouve. Mais quand on entre dans des bâtiments administratifs, on voit Welcome, soyez les bienvenus, on voit même les Chinois, on voit même les Turcs. Mais il n'y a pas d'Ingal à la tête dans l'Afrique. Alors je profite de l'occasion, si vous pouvez aussi noter ça, et que dans les jours à venir, ça puisse aussi entrer dans ces... Merci beaucoup. Le Lingala. Ok. Oui. Je pense que j'ai indiqué déjà qu'il y a 175 nationalités. Donc on doit être assez polyglotte ici pour pouvoir adresser tout le monde dans son propre langue. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté congolaise? Vous me le demandez. Ce que j'attends de tout le monde, c'est d'être citoyen entre les citoyens. Un problème spécifique, c'est notamment la langue. Vous êtes bienvenus à parler la langue ce que vous voulez. On est ici, on est entre nous, je parle français ou je l'essaie, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la langue de gestion, la langue de l'enseignement, la langue culture, la langue originelle de la France, c'est le néerlandais. Et avoir un futur dans cette région, le ticket de l'entrée, c'est la langue. C'est partout, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez vivre ici sans apprendre la langue? Oui. Mais est-ce que vous avez vraiment le meilleur avenir pour vous et certainement pour vos enfants si vous n'apprenez pas, n'apprenez pas le néerlandais? Non. Non. Ça, la langue, ça me pose beaucoup de soucis avec différentes communautés d'immigrants dans ma ville. Je sais que le néerlandais n'est pas facile. C'est pas une langue facile. C'est pas une grande langue dans le monde. Il n'y a que 20 millions qui parlent, mais c'est la langue à nous. Et certainement dans l'enseignement, je vois beaucoup de talents qu'on ne peut pas exploiter parce qu'on parle pas la langue. Et des enfants, on le voit, on le constate, qui pourraient faire plus, mais quand l'accompagnement pour leur carrière scolaire n'est pas bon à la maison, on risque de perdre une belle partie de leur talent, et cela a à voir avec la langue. Si les parents ne parlent pas le néerlandais, ne peuvent pas accompagner leur enfant sur nos écoles, il y a une perte d'opportunité. Et c'est pour ça que j'ai indiqué déjà plusieurs fois, on ne peut plus supposer que récolter le talent des jeunes qui vivent à Anvers est aussi facile que dans les générations précédentes. Comme moi, comme fils cheminot, je suis devenu universitaire. Avec mon père, dès que j'avais 12 ans, il ne pouvait plus suivre ce que j'apprenais à l'école. Parce que lui, il est allé à l'école jusqu'à qu'il avait 14 ans. Donc les mathématiques, le latin, le grec, il ne comprenait rien du tout. Mais il comprenait quand même ce que l'école voulait de moi. Ça, il comprenait très bien. Et dans l'esprit de mon père, il est décédé malheureusement depuis 25 ans, l'école avait toujours raison. Il n'a fait que 7. Vous connaissez le genre, l'école a toujours raison. Même si l'école n'avait pas raison, mais l'école a toujours raison. Ça, il savait très bien. Donc il m'accompagnait à sa façon, disons, mais avec beaucoup de résultats. La langue, c'est un problème. Le Lingala, bon, je l'ai noté. Si on indique quelque chose en chinois, on peut le faire en Lingala aussi. Mais on sait tout le monde que ce n'est qu'un geste de politesse. Ce n'est pas l'essence. Et ça ne va pas changer le monde. Vous le savez. C'est important aussi. Est-ce qu'on est là quand on va prendre les grandes décisions au Congo? Oui, on est là. Donc, on est intéressé à votre pays. Vous savez, vous connaissez notre position. Vous savez qu'on a des conseillers, des députés qui sont à la pointe de la situation. Dès que l'opportunité du changement va se présenter, on va utiliser notre influence. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il y a encore une autre question qui est restée. Mais la première question n'a pas été répondue.
les grandes décisions. En tant que Belge, qu'est-ce qu'il regrette de ne pas avoir fait depuis l'indépendance jusqu'à présent? Depuis l'indépendance du Congo, de l'histoire, donc, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à regretter. Je pense la façon de la colonisation sous le roi Léopold II, c'est une histoire affreuse. Même si on fait la comparaison avec l'histoire coloniale des autres pays, on est, dans cette période, on est presque le pire. Donc l'approche du roi Léopold II, c'est une honte historique, on doit l'avouer. Donc il avait le Congo comme jardin personnel, et la façon dont il s'est comporté, c'est plus qu'affreux. Dans le XXe siècle, c'est comme partout. L'histoire coloniale, il y a des bonnes choses à raconter et il y a des autres choses à raconter. Depuis l'indépendance, je pense qu'on a la plupart de la période, la position de la Belgique a été lâche. Ça, c'est mon avis personnel. A été lâche. Vraiment lâche. Comme je vous ai dit, on a choisi le chemin. On est rendu de minste weerstand. Je connais. Comment est-ce qu'on traduit ça, le minste weerstand? La moindre résistance. La moindre risque, c'est pas vraiment ça. C'est la voie facile, la moindre résistance. Donc, ce qu'on fait, les choix faciles qui ne vous donnent pas trop de soucis. Mais jamais la voie courageuse, jamais. Et même maintenant, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on pourrait faire? On est un petit pays, on n'a pas les grands leviers, on est devenu dépendant de la communauté internationale, mais on doit mobiliser cette communauté parce que la dame qui a parlé, elle a raison, c'est la Belgique qui doit le faire. S'il y a un pays qui a les liens... C'est le droit de veto que la Belgique a. Pardon? C'est le droit de veto, la Belgique a le droit. Ah oui, voilà. Oui. Donc il a un mot à dire pour tout ce qui va se passer. Oui. Oui, en effet. Donc, il y a un moment dans l'avenir proche qui sera le moment de la vérité, je crois. Et à ce moment-là, ce serait bon de faire des autres choix. Ouais, bonjour monsieur le bourgmestre. Moi c'est Daniela Lusamo. Voilà, j'ai une préoccupation concernant nos jeunes. Je voudrais savoir quelle est votre politique pour éviter le décrochage scolaire des jeunes et qu'envisagez-vous de faire pour améliorer l'accompagnement des jeunes en décrochage? Voilà ma préoccupation. Merci. Oui, on est à 25% des jeunes qui quittent l'école sans diplôme, ce qui est le triple du moyen flamand. Donc on est en problème. Les dernières 5 années, ça a diminué jusqu'à 20%. Donc on a déjà fait 5% dans la bonne direction, mais il reste 20% à faire. Ce que je crois qui est nécessaire, c'est ce que j'ai déjà indiqué, des systèmes qui existent en Allemagne, de dire dès qu'un jeune qui a 14 ans, 15 ans, on constate qu'il ne va pas finir sa carrière scolaire avec un diplôme, il faut agir. On est trop passif maintenant. Et notre système, c'est un peu le système waterval. Quel est le mot français pour waterval? Cascade. Le système cascade. Donc on dit, bon, il n'a plus envie d'apprendre, on va le laisser commencer la moitié du temps, le reste du temps il passe dans les rues, et bon, on perd le chemin. Dans le système allemand, on invite ces jeunes à aller travailler moitié école, moitié travail. On a ce système, mais ça ne fonctionne pas. On doit le faire fonctionner aussi vite que possible. Parce que ainsi, c'est une des solutions qu'on a pour la situation absurde et paradoxale, comme on demande partout. Est-ce que vous avez des gens pour travailler? On ne trouve personne. Et il y a des jeunes dans les écoles qui quittent les écoles sans diplôme et qui ne trouvent pas de boulot. Donc ça, c'est le chemin à suivre. Et
je suis heureux de constater quand même que les grandes entreprises, notamment dans le pétrochimique, on a le deuxième cluster pétrochimique du monde, sont très intéressés, même à investir. BASF m'a donné 300 000 euros pour dire, bon, vous pouvez donner ça à des projets scolaires si vous envoyez des gens pour travailler chez vous. On vous donne 300 000 euros pour ce système dual, pour adopter ou installer des systèmes, moitié école, moitié travail chez vous. Donc, on fait des pas de l'avant, mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà, ça c'était la réponse. On aurait dû faire cette réunion déjà en 2016. Monsieur Fournest, moi ma question c'est vraiment un peu plus pratique, parce que je sais qu'en 2019, il y aura une nouvelle situation concernant les allocations familiales. Donc je suis bien d'accord qu'on ne doit pas être assisté par l'État, que chacun doit se réveiller le matin, aller travailler. Ce n'est pas l'État qui doit prendre toutes les familles en charge. Mais malheureusement, la réalité, parce que la politique, on fait les lois, mais il y a une réalité. Dans notre communauté africaine, on se rend compte par rapport aux chiffres, on a beaucoup de familles monoparentales et souvent tenues par les femmes. Et souvent, ces femmes, elles vivent grâce à ça, malheureusement. Et moi, ma question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour cette situation-là, parce que tout le monde veut travailler. Moi, je crois que dans la salle, il n'y a personne qui s'est dit, moi, je vais rester au chômage. C'est les destins, personne ne veut ça. Mais ces femmes, elles se retrouvent souvent avec 3 ou 4 enfants à leur charge. Il y a beaucoup, surtout dans la communauté, par exemple, somalienne, elles n'ont même pas été à l'école, elles n'arrivent pas à accéder au marché. Et c'est une petite remarque. Moi, cette loi, j'ai dit déjà, il y a déjà une situation qui est déjà fragile, on va encore aller toucher aux situations fragiles. Et je trouve que cette législation, ce n'est pas que vous qui avez été voté, donc vous respectez la loi, mais on doit faire des épargner et tout. Mais je trouve que, peut-être que je me trompe, je n'ai pas lu le programme de la NVA, mais parfois j'ai l'impression qu'on va déjà toucher à ceux qui sont plus fragiles. Parce que c'est vrai que l'État, on doit économiser, on ne doit pas gaspiller l'argent de l'État, ça je savais pas, mais pourquoi aller toucher les gens qui sont encore très fragiles? Parce que moi j'ai un peu peur en 2019, on va encore agrandir la pauvreté. Enfin, moi c'est ça qui me fait peur. Oui, je vous comprends, mais d'abord, avant que je dise autre chose, rien ne va changer pour les familles qui existent. Donc en 2019, on va faire un nouveau système, vous avez raison, mais seulement pour les nouvelles familles. Donc les familles qui existent maintenant vont rester dans le vieux système. Donc on ne va rien faire. Parce qu'on est très conscient du fait, c'est un peu un contrat qu'on ne peut pas changer comme ça. Hein? Dès que vous avez 4 enfants, vous avez 5, 6 enfants, vous recevez des allocations familiales et tout à coup, le système change. Ça ne va pas. Donc c'est seulement pour les nouvelles familles, pas pour la situation actuelle. Deuxième réponse, ce n'est pas une économie. On va avoir le même montant dans le système, mais on a changé le système pour donner, maintenant, vous profitez beaucoup quand vous avez beaucoup d'enfants. On a changé le système. Ça va être avantageux pour les familles qui ont 1, 2, jusqu'à 3 enfants. Dès qu'on a 4 enfants, on va avoir moins. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qu'on va économiser? On va augmenter les allocations pour les gens en pauvreté. Parce que ça, c'était un défaut du système. Quand quelqu'un qui est maintenant très riche a 15 enfants, il reçoit exactement le même montant que quelqu'un qui est pauvre et qui a 15 enfants. On va changer le système. On aura beaucoup plus de possibilités pour toucher des allocations majorables quand on est dans une situation précaire. Et un changement qui est pour moi clé, c'est que dans le système actuel aussi, on peut avoir des allocations majorées, mais seulement quand on est sans emploi. Et ça, c'est pour moi une grande erreur. Parce que je connais des gens qui perdent de l'argent parce qu'ils acceptent un emploi.
quand on est mère et quand on est les seuls, parce que le père a quitté la famille ou il est décédé, quand on est seul, et on a quelques enfants, on touche des allocations majorées, quand on accepte un emploi pour un salaire, un job à bas salaire,